Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. En Gambie, les populations sont aux urnes ce samedi pour renouveler les membres du Parlement. Ce sont les deuxièmes législatives de l'histoire de ce pays, après celle de 2017. Et en mission d'observation électorale, Mohamed Ims Chambas, chef de mission de la CEDEAO et sa délégation, ont fait le tour des plus hautes institutions pour discuter des élections et des questions de coopération. Vous aurez le compte rendu dans ce journal de nos envoyés spéciaux à Banjul, Christian Dandédian et Elvis Tonoua. Nous parlerons ensuite de l'union des acteurs de la santé, des volontaires humanitaires pour le bien-être qui œuvrent justement pour l'accès aux soins et aux médicaments pour les couches démunies. Ce samedi, cette ONG a organisé sa deuxième assemblée générale, une occasion de bilan des activités menées et bien sûr de projection sur les nouvelles perspectives pour le bien-être des populations. Eric Guédénon et Rachid Souberou ont suivi pour nous les travaux de cette assemblée générale. Et puis en sport, nous parlerons de la tenue à Cotonou des mondiaux de pétanque 2022 et l'érection du boulodrome de standard international. Ces deux sujets étaient au cœur d'un point de presse animé dans la matinée d'hier vendredi par le président de la Confédération africaine des sports boules, Idrissou Ibrahima. Pour l'occasion, il a planché ensemble avec le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, Yaya Garba. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Au-delà de nos frontières, c'est ce samedi justement que les Gambiens renouvellent les membres de leur parlement et ce sont les deuxièmes législatives de l'histoire de ce pays après celle de 2017. Et en mission d'observation électorale, Mohamed Ims Chambas, chef de mission de la CEDEAO et sa délégation, ont fait le tour des plus hautes institutions et pour discuter des élections et des questions de coopération. Depuis Banjul, voici le reportage de nos envoyés spéciaux Christian Dandédian et Elvis Tonoua. Vendredi, veille du scrutin législatif en Gambie, Banjul, la capitale, fascine par son quotidien animé. Dans quelques heures, les électeurs se rendront aux urnes pour élire les membres de la nouvelle Assemblée nationale de ce pays d'Afrique de l'Ouest qui travaille à consolider sa jeune démocratie 6 ans après avoir tourné la page de l'ex-président Yaya Jammeh. Ces élections ont un intérêt pour la CEDEAO, communauté à laquelle s'est affiliée la Gambie. Donc l'intérêt, c'est de suivre comment est-ce que nos concitoyens se comportent dans la communauté pour éviter qu'il y ait des éruptions de militaires dans la vie sociale. C'est pour ça que malgré effectivement toutes les crises qu'il y a, je suis venu au nom du président de la commission, M. Jean-Claude Cassibrou, pour suivre comment ça se passe et rendre compte à la commission et à l'autorité des chefs d'État. La mission d'observation électorale conduite par Mohamed Ibn Chambas, ancien président de la commission de la CEDEAO, et le général Francis Awagwe Béanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, s'assure du respect des principes en matière d'élections démocratiques. Elle a fait le tour des structures au sommet de l'État pour discuter des questions électorales et de coopération entre la Gambie et l'institution sous-régionale. Cette réunion entre tous les chefs de missions internationales ici présents prépare le travail de terrain. Depuis quelques années, nous avons constaté que ça va dans tous les sens, les déclarations, et c'est source de conflits dans nos pays. Donc nous avons réfléchi avec les techniciens de l'Union africaine et depuis quelques années, nous faisons d'abord un briefing des chefs de mission avant les élections. Et chacun informe l'autre des rencontres qu'ils ont eu à faire et des constats, des défis du processus, ils en discutent. Et cette même réunion se fait le lendemain des élections pour faire le point. Mais ça n'empêche pas que chaque mission fasse sa déclaration de manière indépendante. La Gambie et ses 2 millions d'habitants sont prêts pour le renouvellement des 58 sièges du Parlement. Sous le regard des observateurs de la CEDEAO, les bureaux de vote ouvrent à 8 heures locales pour fermer à 17 heures. Voilà un compte rendu signé Christian Dandédian et Elvis Tonoua. Retour au pays pour parler de l'exposition des trésors royaux restitués par la France. Ce samedi, ces œuvres exposées au Palais de la Marina ont reçu la visite d'une délégation de la commune de Banté. Il s'agit d'un groupe composé des membres du conseil communal et des têtes couronnées de la ville. Une visite placée sous le signe du pardon au regard du théâtre de violence que la commune a enregistré
il y a quelques mois. On va faire le point avec Ulrich Gaba et Henri Gantine. Les têtes couronnées et le conseil communal de Banté à la présidence de la République. Conduite par Dr Jean Abalo, natif et cadre de la localité, la délégation est émerveillée par la splendeur de l'exposition qu'abrite le palais de la Marina sur les trésors royaux rapatriés de France. Nous avons appris que le président de la République a pu arracher quelques objets royaux de la France et ceci est en exposition depuis un bon moment. Il était donc de bon ton que la commune de Banté ne soit pas en marge de cet événement. C'est un programme qui est arrivé par nos jeunes frères qui ont dit de venir pour voir ce que les Blancs avaient amené de nos palais pour la France. Donc comme nous sommes arrivés, effectivement, c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment ému, je suis personnellement ému parce que quand on parle des 26 trésors royaux, on voit à la télé, on voit dans les médias, mais dans la salle, effectivement, on sent la présence, une présence vraiment surnaturelle. À travers une visite guidée, la délégation exclusivement venue de Banté pour admirer et contempler les œuvres du passé et celles contemporaines, manque de mots pour exprimer sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, principal artisan du retour au bercail des trésors royaux. Et nous nous retrouvons véritablement donc à travers cette initiative que nous saluons vraiment au nom du Conseil communal de Banté, au nom de la population de Banté. Nous remercions tout le gouvernement, particulièrement le chef de l'État. Vraiment, c'est encourageant. On doit les féliciter. Que les mains de nos ancêtres les bénissent, que le Tout-Puissant guide leur pas pour qu'on puisse réaliser. Et à notre temps aussi, il y aura dans des palais des objets qu'on va laisser pour nos enfants, nos arrière-fils. La présence au palais de la Marina de cette délégation, composée des têtes couronnées et du conseil communal de Banté, avec à sa tête le maire de la commune, est selon les visiteurs le symbole de l'unité nationale retrouvée. Cette visite est donc placée sous le symbole du pardon. C'est une occasion pour nous de venir demander devant les trésors royaux que le président a ramenés, de demander pardon à toute la République, pardon au président de la République et que nous voulons le rassurer que plus jamais notre commune ne sera plus le centre d'un tel théâtre. Nous, acteurs politiques au niveau communal, vous allez voir, c'est tout le conseil communal, toutes tendances confondues. Il n'y a pas de parti pris. Nous sommes ensemble. Nous parlons d'une seule voix pour le développement de la commune de Banté. Nous voulons donc demander au chef de l'État de nous pardonner. Les supplications du conseil communal, amplifiées par celles des têtes couronnées, résonnent autour des trésors royaux comme un appel à la cohésion nationale, telle la jarre trouée du roi Guézo, qui a besoin de tous les fils et filles du pays. Voilà, tout un symbole donc. Et d'une visite à une autre, évoquons à présent celle des associations de consommateurs sur le circuit de production locale de l'énergie électrique. Hier vendredi, les responsables de ces associations ont visité la centrale thermique de Maria Gleta 1 à Abomey-Calavi, une descente qui s'inscrit au rôle des activités prévues dans le cadre de la semaine de l'énergie au Bénin. William Cliquant pour les précisions. La deuxième édition de la semaine de l'énergie a dissipé des nuages longtemps restés au-dessus de la tête des consommateurs de l'électricité au Bénin. Les associations de défense, sur initiative du ministère, ont découvert les différentes étapes de production et de transformation de l'énergie électrique. Ils ont touché du doigt les moyens techniques internes du Bénin mis en place par le gouvernement pour juguler de façon drastique le délestage. On nous a fait visiter les différents compartiments de la centrale, depuis l'unité qui se charge d'alimenter en termes de carburant, de gaz et la machine de production. Je crois que ce que nous avons vu ici nous rassure, d'autant plus que ça nous a permis de vérifier au niveau environnemental si l'usine ne crée pas des nuisances à la population environnementale. Mais quand nous sommes sur le site, à peine on entend le bruit du moteur, ça veut dire que la machine a été insonorisée. Nous étions très préoccupés par rapport à la quantité
de monoxyde de carbone libéré en la quantité de gaz d'effet de serre libéré, mais avec les mesures que nous avons eu à observer, nous croyons qu'au moins à ce niveau, c'est vraiment important, c'est respecté. L'objectif est atteint pour le ministère qui a occasionné cette visite au menu de la semaine de l'énergie. Et ce n'est pas tout. Les 4 grandes réalisations en vue dans ce sous-secteur ont été dévoilées. En termes de perspective, on peut retenir globalement 4 grandes étapes. D'abord 2022, qui va voir naître la première centrale solaire au Bénin. La deuxième grande étape sera celle de 2024. Pour 2024, nous aurons 2 nouvelles centrales thermiques. Le troisième rendez-vous que nous aurons, c'est en 2025. En 2025, nous aurons la centrale IPP 50 MW sur 4 sites, Natitengu, Parakou, Djougou et Boyko. Et enfin, le 4e rendez-vous que je vous donne, c'est en 2027, où nous aurons la centrale hydroélectrique de Dogobis. L'initiative de la semaine de l'énergie, organisée pour une première fois en 2019, compte mettre les consommateurs de l'électricité au cœur de l'action publique. Avant cette descente, plusieurs formations ont été dispensées à des groupes socioprofessionnels ciblés. Voilà, il faut le dire, la semaine de l'énergie démarrée depuis le 4 avril dernier a pris fin ce samedi. Sur tout un autre plan, les femmes employées du groupe VIPP Intersys Bénin disposent désormais d'un endroit où elles peuvent déposer leurs enfants le temps du travail. Il s'agit d'une crèche d'entreprise répondant aux normes des standards internationaux. Et l'infrastructure érigée à Cotonou a été officiellement mise en service jeudi dernier en présence de l'ambassadeur de France au Bénin et de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Précision, Idrissou Boukari et Henri Ganti. Des coups de ciseaux pour lancer officiellement les activités de la crèche de l'entreprise VIPP Intersys. C'est un groupe international dédié à la relation client multicanal, du conseil pour la mise en place d'un projet jusqu'à la prise en charge des contacts, en passant par la formation et l'analyse de data. À travers la création de cette crèche, VIPP Intersys veut garantir l'égalité des chances hommes-femmes dans l'entreprise et permettre à ses salariés de travailler l'esprit tranquille en faisant garder leurs enfants en lieu sûr et sécurisé, non loin de leur regard. Alors oui, on en a besoin. Oui, parce que pourquoi? Parce que comme vous le savez peut-être tous ici, on est dans un centre d'appel, donc un centre de contact. On répond donc à des personnes au téléphone toute la journée. Les conseillers et les conseillères, bien évidemment, tout le monde a un métier particulièrement difficile parce que c'est un métier stressant, c'est un métier compliqué, c'est un métier qui a beaucoup de pression. Et donc, c'était la moindre des choses qu'on puisse aider ces jeunes femmes. On l'entend un peu trop souvent en ce moment. Certains ont un intérêt à essayer de propager une image négative de la France dans les pays africains dans lesquels elle engage des partenariats politiques, des partenariats de sécurité, des partenariats culturels et des partenariats économiques. Et je pense que la réponse que vous apportez aujourd'hui, VIPP Intersys, c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à ces critiques qui sont injustement adressées à mon pays quand il mène des partenariats avec des pays amis comme le Bénin. La crèche VIPP Intersys accueille des enfants de 2 mois à 3 ans, de la fin des congés de maternité à l'entrée en école maternelle. Au-delà d'un lieu de garde, c'est aussi un espace de développement affectif, social et cognitif. Le projet a été concrétisé avec le soutien du gouvernement. Nous mesurons aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez du fait des tensions internationales qui affectent un de vos clients importants et par ricochet le volume d'emplois que vous avez projeté d'installer au Bénin. Mais je peux vous assurer que l'APIEX sera à vos côtés pour vous assister, vous accompagner dans vos stratégies de diversification de vos investissements au Bénin. Je pense que c'est une belle opportunité, un bel exemple, un beau modèle à promouvoir. C'est-à-dire que cette entreprise qui emploie plus de 1000 et quelques jeunes, dont 40% de femmes, pourrait peut-être même voir en augmentation le nombre de femmes à cause de l'existence de cette crèche.
Créé en France depuis 2010, le groupe international VPP Inter6 est représenté au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Rwanda et en Éthiopie. Mais c'est seulement son bureau de Cotonou qui bénéficie d'une crèche pour le bonheur de son personnel féminin. Un bel exemple. Au sein de l'Union des acteurs de la santé volontaire humanitaire pour le bien-être, l'heure est au bilan des activités menées jusque-là. Et cet exercice a été fait ce samedi au cours de la deuxième assemblée générale de cette ONG qui œuvre pour l'accès aux soins et aux médicaments pour les couches démunies. L'occasion a été saisie pour ouvrir de nouvelles perspectives. Comme t'as rendu Eric Guédénon et Rachidi Soubero. Créée pour favoriser l'accès aux soins et aux médicaments pour les couches démunies, l'ONG Union des acteurs de la santé et volontaires humanitaires pour le bien-être a organisé sa deuxième assemblée générale pour faire le bilan des différentes activités foraines, humanitaires, médicales pour la période du 12 décembre 2020 au 11 décembre 2021. Nous avons organisé 5 activités foraines, aussi bien à Cotonou qu'à Porto Novo, avec un total de 1299 patients reçus par plusieurs spécialistes du corps médical. Ça nous permet, on fait pratiquement toutes les pathologies. Il y a la médecine générale, il y a la gynéco, il y a l'ORL, il y a l'urologie, il y a plein de choses, il y a la cardio que nous faisons. Ces opérations humanitaires ont permis à l'ONG, Union des acteurs de la santé et volontaires humanitaires pour le bien-être, de prendre en charge des cas critiques, mais aussi et surtout de détecter des maladies chez des patients qui ignoraient être porteurs de mal. C'était vraiment important pour la santé de l'homme parce qu'il y avait des gens qui étaient malades, qui ne savaient pas qu'ils étaient malades. Et c'est lors de cette période foraine que les gens ils constatent qu'effectivement je suis sur pied, mais ça ne va pas. Le bilan est satisfaisant parce que ça a permis quand même d'orienter un certain nombre de populations. Seulement que nous, par rapport à nos moyens, nos cotisations, on commence par être un peu épuisé parce qu'il nous faut de l'aide pour pouvoir continuer. Pour répondre davantage aux exigences de la population et afin de mieux le soulager, l'ONG a encore des défis à relever et pour lesquels il est attendu des contributions. Ce que nous ambitionnons de faire, c'est de pouvoir continuer de sortir au moins une fois tous les 2 mois. Et maintenant, au niveau du siège, prendre les cas qui ont vraiment besoin d'être suivis pour pouvoir les orienter. Donc, il nous faut un siège où on va pouvoir recevoir les gens que nous avons reçus dans nos sorties et pouvoir continuer. Et également pouvoir les orienter là où ils doivent aller. Mais il faut quand même qu'il y ait une oreille qui les écoute pour pouvoir les orienter. Parce que tout le monde peut ne pas venir à la sortie foraine que nous avons faite. Mais au niveau du siège, il peut arriver, on peut les amener, on peut l'orienter vers là où il doit aller. Voilà. À l'évidence des faits et des résultats déjà obtenus, de nouvelles importantes contributions sont enregistrées. Les acteurs de la santé, les médecins, infirmières et infirmiers, sages-femmes, pharmaciens officinaux et les laboratoires pharmaceutiques continuent de montrer leur attachement au serment d'Hippocrate en activant le cœur au secours de la population. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la Banque ouest-africaine de développement BOAD qui se rapproche du secteur privé et béninois. Les responsables de l'institution financière ont échangé hier vendredi avec les opérateurs économiques sur les opportunités de financement. C'était à la faveur d'un atelier d'information initié à Cotonou. Les détails, c'est avec William Cliquant et Eder Moupevi. Joliba, c'est le nom du plan stratégique mis en œuvre par la Banque ouest-africaine du développement au cours de cette année 2022. Ces 3 actions en conformité avec les 3 piliers du programme d'action quinquennal du gouvernement béninois ont été présentées aux participants de cet atelier. Il y avait des représentants du patronat et de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'organisation de cet atelier procède de la volonté de la Banque en partenariat avec le Conseil national du patronat, avec qui les échanges ont débuté depuis décembre 2021, de présenter aux chefs d'entreprise du secteur privé du Bénin les opportunités qu'offre la Banque ouest-africaine de développement ainsi que les critères d'éligibilité à son financement.
L'objectif est de se familiariser avec les conditions de financement de la banque afin d'aboutir à un taux plus élevé du financement du secteur privé au Bénin. Veuillez noter que la mission résidente est à votre entière disposition pour vous appuyer dans le montage et la maturation de vos projets, mais également pour vous orienter. La BOAD a présenté 3 domaines clés d'intervention, l'agriculture, la santé et l'éducation, ainsi que l'énergie sur les 5 prioritaires de l'institution. Les taux proposés sont revus à la portée des opérateurs économiques locaux. En effet, le plan Joliba a adopté une approche sectorielle visant à faire de la banque une banque d'experts, apportant des solutions pertinentes aux besoins de ses clients. Dans ce cadre, elle a entrepris d'actualiser sa stratégie d'intervention en faveur du secteur privé. Cette mise à jour de notre stratégie renforcera notre action en faveur du secteur privé des pays de la zone UEMOA que la BOAD couvre, et particulièrement celle de relever le taux de financement du secteur privé béninois. Cette séance d'information permet à la BOAD de se rapprocher davantage des acteurs du secteur privé, des acteurs qui sont désormais tout aussi importants que les États aux yeux de l'institution sous-régionale. Religion à présent, avec les musulmans béninois qui ont entamé le ramadan, au moment où la cherté de la vie bat son plein et les prix élevés de produits assez consommés à l'aube et à la rupture du jeûne ont quelque peu gâché l'atmosphère du mois saint chez certains infidèles. Le constat de ces difficultés noté ça et là est signé ici à Samiratou Kosoumou, William Klikan et Mofid Sabouan. Le lait, le sucre, le mil et les fruits sont généralement les produits que consomment les musulmans en cette période de jeûne. Cette année, la réalité est tout autre. Le jeune musulman est à l'épreuve de la cherté de la vie. Pour s'en convaincre, en plein midi dans la ville de Cotonou, des fidèles confessent difficilement la situation qu'ils traversent. C'est un peu difficile. C'est au moment de la rupture du ramadan, là, 19h, 19h30 là. Vraiment, c'est tout un problème. Obligatoirement, tu vas gêner. Après la rupture, ce que tu as pu consommer, c'est toi qui sais. Si c'est un peu de légumes, des oranges, dattes, ou bien des beignets, tu peux payer 100 francs, 200. Ça peut aller. La cherté généralisée de la vie a amenuisé le pouvoir d'achat des ménages. Les vendeuses, campées sur leur position, observent avec tristesse le coût en hausse dans les marchés. C'est de même, parce que tout est cher. C'est cher, hein? Le 1000 qu'on prend à 30 000 là, actuellement c'est à 50 000 francs. 30 000 là, aujourd'hui c'est à 50 000. Une situation insoutenable pour le musulman moyen. En plus des mesures déjà prises par le gouvernement pour soulager la peine des populations en général, il est encore attendu des citoyens des efforts de la part du gouvernement. Un peu faciliter la tâche, pas pour le musulman, pour le peuple béninois, pour tout le monde. Hein? Nous on vit au Bénin, donc nous sommes tous comme des Béninois. Hein? On veut de bonnes choses pour le pays. Vous voyez, non? Oui, on veut de bonnes choses pour le pays. Hein? Le président de la République lui-même n'a qu'à voir ce qui se passe. Vraiment, les gens souffrent. Il y a beaucoup qui souffrent. S'il n'y a pas les gens là, vraiment, ça ne va pas. L'autre préoccupation réside dans la capacité des fidèles musulmans à demeurer généreux envers leurs prochains en ce mois de Ramadan, comme le recommandent les prescriptions saintes. Du sport pour mettre un terme à cette session d'information et c'est pour parler de la tenue à Cotonou des mondiaux de pétanque 2022 et l'érection d'un boulodrome de standard international. Ces deux sujets étaient au cœur d'un point de presse animé hier vendredi par le président de la Confédération africaine des sports boule, Idrissou Ibrahima. Et pour l'occasion, le conférencier a planché ensemble avec le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, Yaya Garba. On va faire le point avec Akimo Seni et Rachidi Soubero. Comme il en avait fait la promesse, celle relative à une reddition fréquente et régulière du niveau d'avancement des préparatifs des mondiaux de pétanque Cotonou 2022, le président Idrissou Ibrahima a échangé avec la presse dans la matinée de ce vendredi. Nous sommes à 8 mois de la date fatidique de décembre 2022. En attendant donc qu'une mission
officiels de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal ne foulent le sol béninois pour constater l'état d'avancement des travaux, notamment la construction du boulodrome et de l'organisation en général, je voudrais, Monsieur le Président, que vous nous renseigniez sur l'évolution de l'organisation du dit championnat. La sortie médiatique de ce jour intervient alors après la séance de travail tripartite du 18 mars dernier tenue sous l'égide du ministre des Sports Osvaldo Meki. Garba Yaya y était et il décline ici l'issue des échanges en réponse aux inquiétudes du président Idrissou Ibrahima. Par rapport au plan organisationnel, les différentes commissions ont été mises en place. Elles ont été même revisitées et reprises. Concernant le boulodrome, nous devons tous nous inquiéter de ce que la mise en place du boulodrome met du temps à venir. Et là encore, l'architecte qui doit s'en occuper est connu. Et selon les propos du ministre lui-même, l'architecte a été identifié avec l'aide du président de la Fédération internationale. Mais très incessamment, le ministre nous a rassurés lors de la dernière rencontre, en mars, le 18 mars précisément, que tout se passera dans les règles de l'art. Au-delà des assurances apparentes données par le président Garba Yaya, subsiste cette énigme relative au délai de construction du boulodrome. 3 options, 3 délais pour 3 qualités de l'infrastructure. Décembre, visiblement 2022 s'éloigne et il faut s'en préoccuper. Est-ce qu'il faut attendre 14 mois? Est-ce qu'il faut attendre 18 mois pour réaliser un boulodrome? Ou alors, on est pressé, il faut faire un hangar de circonstance dans une vente. Notre position, c'est-à-dire en termes clairs, la position de la Confédération africaine des sports boule ne sera pas celle d'une capitulation, mais plutôt celle du réalisme, de la conviction et de la responsabilité. La séance de travail tenue loin des objectifs des caméras et des micros de la presse audiovisuelle juste après la conférence de presse entre le président Idrissou Ibrahima et les membres de la Fédération béninoise de pétanque situera dans les tout prochains jours la famille de la pétanque béninoise continentale et mondiale. De ce qu'adviendra des mondiaux de pétanque Cotonou 2022. On prend donc date et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.